Combien furent-ils, ces jeunes hommes et femmes, pour la plupart ouvriers, paysans, communistes, qui partirent dans le bleu sombre de la nuit, la blancheur du petit matin, ou sous le soleil ardent du midi, rejoindre l'armée de l'ombre pour combattre la bête immonde. La bête immonde, cette chimère dont la bourgeoisie se sert lorsqu'au pied du mur, face au pourrissement de son modèle, ne lui reste plus que la division des travailleurs entre eux, les surexploiter, pour enfin les détruire. Elle se pare de petits riens, pourrissant les esprits de fausses opinions, s'insinuant dans les pensées de combats illusoires, de vaines craintes et de peurs noires. Par moments grotesques, d'autres insignifiants, la bête se révèle dans l'horreur du frère qui vend son frère, de l'humain marqué au bras d'un numéro, sous le regard froid des Renault, Ford, Volkswagen et tant d'autres capitalisant sur l'horreur. Pas pour moi. Voilà. Ouais. Le musée de Pernes, oui, ça fait maintenant quelques années. Musée de la Résistance ici à Pernes, qui a été créé par une association dont on fait partie tous les deux, avec plein d'autres camarades, qui s'appelle l'Association nationale des anciens combattants. Donc les anciens combattants de la Résistance comme Pierre Aurigné, plus connu sous le sobriquet de Coquinette, et puis les Amis de la Résistance. Le musée, on le doit à l'idée d'un monsieur, un jeune combattant de la Résistance, combattant de moins de 20 ans aussi, qui s'appelait Robert Arnaud. Raton dans le maquis, voilà, tu vois, dès qu'on évoque des mots, c'est des identités, ça part de suite, évidemment. On a tous les quatre. Voilà, on a des photos. Et la première réunion, je te coupe, oui, excuse-moi, nous étions 120. Il n'y en a plus qu'un. Coquinette, si j'ose dire, hein. Pierre Aurigné, Pierrot, Oui. Coquinette, Pierrot. 93 ans, c'est ça? 93 ans. Louis Lopez, qui hélas n'est pas ici, ouais. puisqu'il a été littéralement Je le connaissais massacré très bien. à l'Île-sur-la-Sorgue par les nazis. Oui. Eh bien, j'y pense énormément, parce qu'hier, comme tout le monde, j'ai vu à la télévision un truc totalement indécent, une manifestation à Paris, de 1500 à 2000 personnes, expliquant que c'était un scandale qu'on veuille dissoudre leur mouvement. Le mouvement en question s'appelle Génération Identitaire. C'est des fascistes, c'est pour certains d'authentiques nazis, ils s'en cachent pas, ils s'en réclament, et la question qui se pose, c'est on va les dissoudre, mais ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'ils s'en prennent par exemple aux migrants dans les Alpes, ça fait des années que dans la région parisienne, à Lille, à Lyon surtout, ils font des descentes dans des cafés dont ils soupçonnent les propriétaires ou les consommateurs tout simplement d'être d'affreux gauchistes, homosexuels, communistes, et on les a laissés faire pendant longtemps. Là, on nous annonce qu'on va les dissoudre. Mais pour tous ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses, il ne faut pas annoncer 10 fois, parce qu'ils ont déjà eu le temps de se restructurer. Et même s'ils sont dissous, il y a déjà la structure qui est prête pour les accueillir, ça va s'appeler autrement. Peut-être qu'au lieu de génération identitaire, ça s'appellera identitaire génération. Mais en tout cas, ça nous montre pourquoi on a raison d'être ici, et la chance qu'on a d'avoir parmi nous un de ceux qui, au cœur de la nuit, au cœur de la barbarie, ont continué à entretenir la flamme de la résistance, la flamme de l'espoir. C'est un combat qui est un combat quotidien qu'il faut que nous menions pour gagner des consciences, et que ce travail, on doit le faire en pensant à notre camarade Albert Cordola, on doit le faire en pensant à Pierre, on doit le faire en pensant à tous ceux qui, hélas, ont laissé leur peau, et quelquefois très jeunes, comme les 5 du maquis de Barbarin. Voilà, donc veillons, continuons à lutter, et merci Pierre, merci Coquinette, de ce que tu as fait et de ce que tu continues à faire. C'est pas grand-chose, malheureusement, que je ne peux plus rien faire.
Mais tu fais la preuve. Rien que d'être là, c'est très important. Ah là là. Mais on peut se faire du souci. On est en droit de se faire du souci. Rien que pour des hommes comme Coquinette, comme Roger l'a dit, comme pour Albert Cordola, comme tant d'autres, en février 2021, tu es obligé de ne pas lâcher par rapport à la résistance. C'est pas vrai, c'est pas quelque chose de vieux. Non, mais il est sûr qu'il y a des gens qui sont embrouillés là, mais ils ne savent pas. Bien sûr, donc c'est pour Tu ça qu'il comprends, ils ne faut savent pas. continuer ce travail. S'ils avaient vécu une partie de l'occupation, justement, qui voient ce que nous avons vu, mais jamais ils auraient des idées pareilles. C'était des minots à l'époque, parce qu'ils se sont mis en travers du nazisme, du fascisme. On était des petits, mais on voyait ce qui se passait. Hein. C'est des journées comme aujourd'hui où vous avez encore des anciens combattants de la résistance, comme Pierrot, comme Coquinette, qui est là pour vous recevoir aujourd'hui et puis pour pouvoir discuter voilà, Ça me fait plaisir. de ce qui s'est passé. Ça me fait plaisir, pas pour moi maintenant, 93 ans, mais pour mes collègues, là, ouais. Je suis content. Voilà. Parce que c'était tous des types extraordinaires. Tous. Il ne fallait pas me toucher, hein, parce que tout le monde aurait béqué. Là. Voilà, c'était un pour Moi, tous pour eux. Je faisais le boulanger. Alors ils étaient venus me voir pour... Ils avaient de la farine et il y avait un four dans une grange là-bas. Il fallait le faire remarquer, ça encore. Alors ils étaient venus un soir, un dimanche, j'étais au cinéma. Ils m'ont dit, si tu voulais venir au maquis, tu nous ferais le pain. Ah, j'ai dit de suite, oui, bien entendu. Et c'est comme ça que je suis allé à Rome. Alors j'habitais à Lille, je suis allé coucher au-dessus de Saint-Antoine. On était 4 là. Et Pierre Boulagier, Carbonel le Rouquet, Jean Auplace, qui était celui qui tenait le cheval à Barbarin. Oui. Et moi, on était 4. On a couché dans la finière de Roland Haussmann, et le matin, il est venu retourner avec un autre, ils nous ont embarqués, on est monté, et alors là, il s'est fait Grimm et Isors. D'accord. Isors, son père a été tué à Buchenwald, et Grimm, ma foi, il a passé à travers. Ils nous ont montés, et moi je faisais le pain, alors tu sais, au Candiac-Kendian, c'est beau la montagne de Luberon, pour les Parisiens. J'avais du boulot, hein, parce que j'avais du boulot. Mais j'aurais bien aimé de voir comment ça se passait. Et quand il y avait un coup dur ou autre. Et Abel Noué, notre chef, il ne voulait pas m'emmener dans un truc où il y a du danger. Alors le jour qu'on devait monter au château de Saumane, il m'a dit, ben, tel jour tu iras à ta boulangerie, tu feras le pain un peu avant, et je passerai te prendre les 4 heures, et on filera en pionnier devant. Les premiers, les autres nous rejoindront après, parce que ça devait se passer. Quand c'était des coups de main pour le manger, il fallait qu'il n'y ait absolument aucun danger. Il était inadmissible de perdre un seul homme ou blessé pour du ravitaillement. Quand c'était des actions, alors c'était autre chose. Et là, ça devait se passer très bien, et malheureusement, ça s'est très mal passé. Enfin, il est venu me chercher, on est allé, on s'est mis dans le parc. Au château de Saumane, au château de Saumane, ouais. Et les collègues sont arrivés, on a mangé un bout peut-être, et on a couché là le matin à l'aube. On est allé taper au château, et au moment où on allait taper, c'est là que Bozona, pour faire un chargeant la tienne, ça ne tenait pas sur ma chaise. Il a blessé, c'était plus que son frère, lui. Ça. Ils étaient tous les deux de carreau, c'était des patrons pêcheurs. Jeunes, mais il a reçu une balle dans le pied. Donc c'est Fouque qui a reçu évidemment la balle. C'est Fouque qui a reçu. Les jeunes, ils ne connaissent pas. Pied, ouais. On est allé à l'écurie. On a pris le cheval. Excusez-moi, Jolette. Tu vois un coup? Non, ça va aller. Et on a fait passer le cheval et le blessé dessus, bien entendu, puisque c'est pour ça qu'on l'avait pris.
T'as soif, tu bois. Je bois, hein. Des frais. Tching, tching. Et nous, on marquait peut-être 300 ou 400 mètres derrière. Écoute bien, parce que je ne le raconte pas tous les jours. Ouais. Et je l'ai raconté, et je ne l'ai jamais trouvé comme il faut, mais bien débarré. Et au croisement avant Barbarenque, nous, notre groupe, parce que c'était scindé en 2 groupes, à part ceux qui menaient les moutons qui étaient passés de l'autre Ça, c'est Simon qui était passé dessus. Ouais. Voilà. Alors, on a dit, on va un peu se reposer. Et au moment où on s'est mis le cul par terre, ça a commencé à péter. Bam, 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 bam. Et puis Roger, je te dis, c'était un type, il y avait un courage, c'était presque de la folie. Il me dit, je vais voir ce qui se passe. Alors, je l'ai suivi, moi, quelques mètres derrière, quand même. Oh, putain, il retournait en courant, il m'a dit, ils sont morts. Flandin, Foucault. Non, Foucault, non. Mais les petits qui étaient là-bas, Foucault, il est mort. Foucault, il est mort sur le cheval. Ouais, sur le cheval. Alors on a commencé. Les jeunes, on est tous restés. Le plus vieux, il avait dit devant. C'était un Italien qu'on appelait Beppo. Beppo, oui. C'est lui qui a pris le commandement du groupe. Parce qu'il fallait sortir de là. Il s'était déployé les boches pour nous recevoir un peu de partout. Et de temps en temps, ces Canadiens, tu sais, ils tiraient n'importe où parce que c'était des SS courageux, mais ils avaient quand même peur. Alors qu'on avait peur matérielle pour leur faire peur, mais c'était des hommes comme les autres. On est arrivé à passer à travers et à faire la force de... Et une journée avec une chaleur épouvantable, pas un verre au dos. On avait passé l'enfer. On est arrivé le soir au camp, ils étaient déjà au courant. D'accord. Alors là, on a su qu'il y avait Foucault et tout qui étaient morts. Voilà, on est arrivé. On a fait la prise d'armes, on a fait tout ce qu'on a fait. Bien. Voilà. Et après, on a continué notre vie, puis la vie continue même quand il y a des malheurs. Et quelques jours avant la libération, on est descendu à la ferme de la Gaille, à l'île sur Saumane, plus près de Saumane que de l'île, mais on était près de l'île, pour intervenir le cas échéant. On n'a jamais eu l'occasion. Et voilà. Bien. Donc là, ce que tu viens de filmer, d'enregistrer, ça a été court, mais c'est hyper dense, ce qu'il faut bien comprendre. Et c'est tout aussi l'enjeu du musée de la résistance en ACR. Ah oui. C'est que le monsieur là qui parle juste à... Ne dis pas le monsieur, dis Pérois. Le monsieur à ma gauche qui parle, faut bien comprendre, mais il a dit à demi-mot, mais il y a des choses, la carte de visite, il faut aussi bien insister là-dessus. C'est que Pierrot, donc tout à l'heure je l'ai dit, est un combattant de moins de 20 ans. Oui. Nous sommes en février 2021, va faire comprendre à un minot qui a 14 ou 15 ans, c'est-à-dire qui fréquente le collège à notre époque, que du jour au lendemain, il va falloir passer 2 ou 3 années dans le maquis. Juste au début de son témoignage, il a dit quelque chose, ça pu peut-être vous arrêter dans les oreilles, mais c'est pas évident. Il a dit qu'il est allé faire une séance de cinéma à l'Île-sur-Sorgue avec ses copains. Il n'y avait que ça. Voilà, donc il n'y avait que ça pour se divertir, tu vois, à oui, l'époque il n'y avait pas de balle, il n'y avait rien. Hein. Du coronavirus, on n'a même plus le cinéma, ça c'était la blagounette. Mais il a fait sa séance de cinéma et les copains lui ont dit, ça serait, si ça te botte, tu peux aller t'engager dans le maquis. L'autre jour, j'écrivais quelque chose sur Coquinette et je disais que la séance de cinéma avait duré 2h30. 2h30, pas du tout. La séance a duré 2 ans, pratiquement 2 ans, pardon. Il faut bien comprendre que ces jeunes-là, à son âge-là, avaient la trempe durant une séance de cinéma ou durant une cour de récréation, le temps d'une cour de récréation dans un établissement scolaire, ils faisaient le mur, ils se cassaient sans rien dire, surtout à leurs proches, à leur famille, à leurs copines, à leurs copains. Moi, j'avais pas de copine, j'étais trop jeune. Et donc, plus que ça m'a fait peine, c'est pour ma grand-mère. Quand j'ai réalisé que je l'avais laissé sans rien lui dire, parce qu'à ce moment-là,
on pouvait être pris dans une rafle, arrêté comme ça pour rien. Elle ne savait pas où j'étais passé, elle ne savait pas où j'étais. Hein. Alors, quand je l'ai rallié, c'est-à-dire bien longtemps après, là, ça m'a fait mal. Donc pendant 2 ans et demi, je n'ai pas réfléchi. Tu bloques tout, tu mets ta vie personnelle totalement de côté, et puis tu t'engages dans le maquis, en tant que maquisard, puisque Pierrot, Coquinette, c'était un maquisard, ce n'était pas un résistant. Un maquisard, c'est encore plus dangereux, j'aime bien insister là-dessus, c'est qu'un maquisard, par définition, il vit dans le maquis. 100% de son temps est dans la clandestinité. Un maquisard qui croise un boche, un milicien, un SS, tout ce que tu veux, dans une mission dans le milieu forestier, il n'y a pas de cour de justice là-dessus. Les boches ne faisaient pas de détails, ça mitraillait gagne. Voilà, donc ça c'est pour présenter déjà un petit peu. Il venait avec un avion de temps en temps. Le mouchard. Ce n'était pas les avions de maintenant. Hein. Alors, fatalement, là, tu aurais aujourd'hui une route, tout. Mais à ce moment-là, c'était un chemin muletier, attention, personne ne passait jamais. Et lui, dans le four, quand il brûlait, il faisait la fumée, mais quand il cuisait, il faisait de la vapeur. Et il était à 150 mètres, il tournait. Et allez, il commençait de nous arroser. On tirait, il y avait des murs extraordinaires. Hein. Mais il nous canardait à tour de bras. Donc après Pierrot, suite à sa présentation, à sa séance de cinéma qui a duré 2 ans, il vous a parlé, cash, il vous a raconté comment ça s'est passé, donc le 2 août 1944, donc ça c'est le massacre de Barbarenque, les 5 fusillés de Barbarenque pour lesquels tous les camarades, tous les amis de la résistance, tout le monde de la résistance et les camarades aussi bien sûr de la section de Val-Calvetti, on est tous sur le pied de guerre, on peut dire, pour commémorer chaque année le 2 août. On est au Bossé, donc les faits se sont passés sur les hauteurs du Bossé, au hameau de Barbarenque. Oui. Le début de l'attaque, là où Pierrot nous raconte tout ça, c'était exactement juste à côté de la Grande Genève, entre la Grande Genève et Barbarenque. Voilà. Eh bien, nous, on était arrêtés un peu plus loin que la moitié. Voilà. Et donc, le milieu du chemin. Le massacre de Barbarenque, c'est donc le jeune résistant Fouque qui était blessé, comme Coquinette vous a raconté, blessé accidentellement par un tir de mitraillette, juché sur un cheval. Donc ils ont été pris par une embuscade par les Boches, et au même moment, le hameau de Barbarenque, qui était une ferme amie de la résistance, était encerclé. Donc là, les quatre jeunes garçons, 2 de la famille Ponce de Barbarenque et 2 réfractaires Westéo qui étaient planqués là-haut par la famille Ponce, tous les 4 ont été aussi fusillés, massacrés par les Boches. Donc ça veut dire qu'en tout, ça fait 5 fusillés de Barbarenque là-haut le 2 août 1944. Mais là, on a été donnés. Voilà. Parce que nous, la veille, il y avait des électriciens, des gars qui avaient coupé le téléphone de partout, on ne pouvait pas. C'est quelqu'un qui nous a donné. Voilà. Donc ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il faisait du pain pour le maquis, pour son maquis. Mais lorsque d'autres maquisards, d'autres maquis, qu'ils soient FTPF, AS, lui il s'en foutait, il pétrissait le pain, il mélangeait l'eau à la farine, il pétrissait son pain, il cuisait le pain sous le regard des avions Messerschmitt et autres avions Mouchard. Mais l'eau, il fallait d'abord la rendre potable. La rendre potable. Alors parce que dans le puits où on allait, il n'était pas potable. Il y avait des verres, il y avait de tout. Il y avait de tout. On le passait d'abord dans un chiffon, dans une serviette. Hein. Et après, on mettait des boules de... Comment il s'appelle le Javel. De Javel. Ouais, pour le désinfecter. On remarque que quand ça passait au four, ça cuisait, mais bien, on le faisait. Ouais. Pour pas pourrir les gens. Et on faisait tout à la main. Alors, pour le bois, je faisais venir des gens du camp qui me ramenaient du bois. Hein. Mais il fallait pétrir la main, découper comme on pouvait, que ce que j'avais pu ramasser. On brûlait au bois et on nettoyait le four comme on pouvait. Mais on faisait du pain pour en faire pour 30 personnes en bien travaillant. Ouais. Ouais, mais quand le maquis du chat venait aussi, tu leur donnais aussi. C'est ça qu'il faut te rendre hommage aussi. Oui, et le groupe France-Lorraine. La France-Lorraine aussi. Ils sont passés, ils ont eu droit à 2 baguettes sur pain. Voilà.
Donc qui que tu sois comme maquisard, qui que tu sois comme résistant là-haut, on ne demandait pas. Il ne demandait pas la carte d'appartenance. Pierrot, il pétrissait, il disait tu donneras ça à chacun. Voilà. Les sacs de farine, ils étaient réquisitionnés, ils étaient volés d'en bas, dans la plaine. On l'avait fauché. Voilà, dans les camions. Il l'avait pris, moi je n'y étais pas encore. Mais c'est quand ils ont mis la farine qu'il fallait faire le pain et ils n'avaient personne. Les grottes où étaient cachés les sacs de farine existent encore dans le massif forestier. Le puits, évidemment, il existe encore sur les lieux. C'est des gosses qui avaient jeté des chiennes dedans. Donc il fallait bien nettoyer. Voilà. Il n'a jamais été question de politique. Voilà, dans ça c'est important. Il arrivait des camps, d'ailleurs, qui partaient ou n'importe quoi. Ils étaient toujours bien reçus, on ne leur disait pas qu'est-ce que tu... La résistance, c'était tous les courants de la résistance. La résistance, c'était la Croix de Lorraine. La résistance, c'était De Gaulle comme Fabien, comme le colonel Fabien, comme Roll Tanguy, comme de l'Estrin, comme tout ça. Je ne pense pas que la résistance, ça a été la milice. Je ne pense pas que la résistance, ça a été Pétain. Maintenant, en 2021, une usurpation d'identité, à certains dépôts de gerbes, on voit n'importe qui. Dans des cérémonies, on voit n'importe qui, n'importe quoi. Nous autres, les associations, comme avec les camarades, si on ne s'interpose pas un peu pour filtrer tout ça, je suis désolé de dire, mais l'État laisse un peu faire tout et n'importe quoi. Et ça, pour eux, pour les anciens combattants de la résistance, c'est les minots de 15-20 ans qui ont pris les armes pour défendre la France des Boches. En 2021, je m'excuse, mais ils le vivent assez mal. Donc des fois, il faut savoir s'interposer. Et grâce au soutien des camarades, on s'interpose et puis ça se passe très bien. Et après, on nous donne raison. Voilà, la résistance, c'est certains partis, ce n'est pas l'extrême droite. Je maintiendrai là. Voilà. Pas vrai? On en était loin. On en était très loin, ils étaient en face de vous. Voilà. Oh là, on en était très très loin. Mais je vous l'ai dit, c'était des types extraordinaires. Ouais. Et je le maintiens. C'était des gens comme il en existe très peu. Mais ça, c'était tous. C'était des hommes. Ah, ouais. Maintenant, il n'y a pas de... Non. Tu ne sais jamais avec qui tu parles. Il n'y a pas de franchise. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y a de bons petits comme toi, tu vois, tes collègues. Il y en a de moins en moins, ça m'a fait peur. Là. On est arrivé à me faire des... Tu vois pas cette drogue et tout, c'est devenu une honte, ça. Mais c'est voulu, moi je dis que c'est voulu, ça, s'ils veulent, ils peuvent l'arrêter, ça. C'est pas normal. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, je ne peux pas le renier, je ne veux pas le renier. On a vécu de bons moments. Moi, je le regrette pas. Ça a été les plus belles années de ma vie parce que quand un type te disait quelque chose, tu pouvais le croire. Il le pensait, il le faisait. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? La même réponse fait aujourd'hui écho à celle que nos aïeux lui donnèrent. Sarnette, Diouf, Durand, Fouque, Lopez, Meyer, Aurigné et tant d'autres. Leurs voix se multipliaient à n'en plus faire qu'une. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous.